Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ces derniers mois j'ai pas eu énormément de temps pour faire des vidéos, j'avais pas mal de boulot et donc là je vais avoir un peu plus de temps pour refaire des vidéos. Et pour revenir, j'avais envie de faire une introduction à PyTorch, et notamment dans les prochaines semaines on va pas se contenter de simplement faire une introduction à PyTorch, on va également aller dans le NLP. Donc on va en gros voir comment utiliser PyTorch à travers plein de projets qu'on va faire à travers du NLP, donc l'analyse du langage, donc Natural Language Processing. Et donc l'idée de cette série ça va être en gros d'explorer toutes les méthodes de NLP qu'il y a. Donc on va aller voir des simples RNN, des word models, on va aller voir comment marchent les transformers, comment marche BERT, comment marche GPT-2. Donc on va voir tout ça et on va voir comment implémenter tout ça avec PyTorch. Alors je sais, j'ai pas fini pour le moment la série sur les algorithmes génétiques que j'avais commencé, mais là sachant que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo technique sur YouTube, j'avais envie de revenir et de faire un truc, j'avais simplement envie de faire ce que j'avais envie de faire, et là en ce moment j'avais envie de faire du PyTorch. Donc l'idée c'est que si tout se passe bien, normalement toutes les semaines vous devriez avoir des nouvelles vidéos qui sortiront sur PyTorch et où j'expliquerai des concepts de NLP et directement je montrerai comment les implémenter. Et l'idée c'est que j'essaierai à la fin de chaque semaine de vous donner en fait une sorte d'exercice à faire, d'un petit projet en gros que vous pourrez faire pour compléter le sujet que j'aurai introduit dans la semaine. Alors la première question qu'on va se poser, c'est la différence entre PyTorch et TensorFlow. Donc la différence, si vous avez fait la série sur TensorFlow, vous allez forcément la voir au moment où on va utiliser PyTorch. Mais l'idée c'est que PyTorch en fait va être conçu en fait un peu différemment de TensorFlow. PyTorch est un peu plus généralement ce qu'on appelle Pythonesque, dans le sens où ça va être beaucoup plus facile en gros d'utiliser en fait PyTorch sous forme en utilisant directement des objets Python, alors que TensorFlow est conçu relativement différemment. La deuxième grosse différence entre PyTorch et TensorFlow, c'est la la manière dont on va construire des modèles de deep learning. C'est-à-dire qu'avec TensorFlow, généralement on fait ce qu'on appelle des graphes statiques, c'est-à-dire qu'on définit toutes nos opérations, toutes les opérations qu'on va avoir envie de lancer dans notre graphe, et donc notre modèle à la fin va pouvoir lancer. Et ça, dans TensorFlow, on les définit de manière statique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va définir une opération dans TensorFlow, et ça c'était valide dans la version 1 de TensorFlow, à chaque fois qu'on définissait une opération, elle ne se lançait pas automatiquement, elle était simplement définie, mais elle n'était pas lancée. La différence ici, c'est qu'avec PyTorch, à chaque fois qu'on va définir une opération, ça va se lancer comme du code normal en quelque sorte. Ça ne va pas être statique, ça va être dynamique. Donc à chaque fois qu'on va définir une opération, le graphe du modèle va se définir automatiquement en background avec PyTorch. Alors avec TensorFlow 2.0 et le mode Eager, maintenant c'est un petit peu différent, mais il faut savoir qu'en background, même avec même avec la version 2 de TensorFlow, ça reste quand même un graphe statique qui est construit automatiquement derrière, alors que PyTorch est vraiment un graphe dynamique. Donc du coup ça fait quelques différences dans la manière dont on va définir les graphes avec PyTorch et TensorFlow. Après, l'avantage de TensorFlow, c'est clairement la communauté, dans le sens où il y a beaucoup plus. Alors là, j'ai mis 65%, enfin c'est une image avec 65%, mais ça veut pas dire que PyTorch est vraiment mieux que TensorFlow. Les deux ont des avantages et des inconvénients, et un des gros avantages de TensorFlow, c'est clairement sa communauté. C'est qu'il y a une énorme communauté qui a construit énormément de projets open source. Donc lorsque vous allez chercher des papiers de recherche en ligne, ou vous allez vouloir réutiliser un projet, ou vous allez vouloir trouver une implémentation, vous allez trouver souvent beaucoup plus d'exemples avec TensorFlow qu'avec PyTorch. Mais en ce moment, PyTorch en fait tend à être préféré par certains chercheurs, en tout cas beaucoup dans le domaine du NLP par exemple, où PyTorch commence à être vraiment dominant et à proposer pas mal de projets open source. Et donc du coup ça commence à être pas mal préféré dans la recherche, mais c'est pas encore totalement défini. Mais du coup, ça peut être intéressant quand même de passer sur PyTorch, et ça vous fait une nouvelle approche. L'important en fait à la fin, c'est quoi qu'il en soit pour vous, en tant que développeur machine learning, à la fin, c'est pas forcément de toute manière de maîtriser totalement TensorFlow, de maîtriser totalement PyTorch. L'idée en fait pour vous, c'est de toute manière de comprendre les concepts. Donc que ce soit PyTorch ou TensorFlow, à la limite, pour vous, c'est presque pas important. À la limite, à la fin, vous pouvez simplement choisir celui que vous préférez, mais l'important, c'est de comprendre les concepts. Et si vous pouvez être à l'aise avec les deux, c'est d'autant plus bénéfique, car vous serez à même de pouvoir aller sur n'importe quel projet open source et comprendre le code rapidement, et donc comprendre le concept et comprendre comment l'algorithme fonctionne, que ce soit avec PyTorch ou avec TensorFlow. L'idée de cette vidéo, c'est clairement pas de trancher est-ce que TensorFlow est meilleur que PyTorch. L'idée, c'est simplement de commencer à faire une introduction sur PyTorch pour prévoir. Donc là, aujourd'hui, on fera pas de NLP, mais l'idée, ça va être de prévoir, de vous donner les bases en gros pour que vous puissiez dès cette semaine commencer, après cette vidéo, à commencer à jouer avec PyTorch de votre côté, et que dès la semaine prochaine, on puisse commencer des projets de NLP. Alors c'est parti. Donc ce petit notebook, vous pourrez le retrouver directement en lien dans la description de cette vidéo, vous pourrez le retrouver. Donc là, pour installer PyTorch, vous pouvez aller sur le site directement de PyTorch, où ils expliqueront comment l'installer. Donc je mettrai le lien dans la description. Ils les expliquent comment l'installer sur Windows, comment l'installer avec Anaconda, ou après ils expliquent comment l'installer sur Ubuntu, selon aussi les différentes versions de CUDA que vous pouvez avoir si vous voulez utiliser votre GPU. Donc ça, pour l'installation, je ne vais pas perdre de temps, ça va dépendre beaucoup de votre système, et donc vous pouvez aller voir directement dans la documentation qu'il y a ici comment est-ce que vous pouvez installer tout ça.
Donc une fois que vous l'avez installé, donc il y aura deux packages à installer qu'on va utiliser dans ce notebook. Il y aura Torch et Torch Vision. Donc Torch Vision, voilà, il y a un moment donné où ils expliquent comment installer Torch Vision. Donc Torch Vision, c'est en gros tous les packages qui vont nous aider à faire de la vision, puisque là pour le moment on va faire un simple tuto, on va utiliser MNIST, donc on va faire un truc assez simple pour pouvoir commencer à se familiariser avec PyTorch. Et donc vous avez donc Torch Vision et Torch à installer séparément. Alors déjà, quels sont les prérequis pour pouvoir commencer cette série sur PyTorch et sur TensorFlow? Donc l'idée ici que vous allez avoir besoin des notions de deep learning assez simples. Vous allez avoir besoin de comprendre comment fonctionne le deep learning de manière simple. Donc pour ça, je vous invite, donc là on va voir un petit récap en fait qui va nous permettre également de faire une introduction à PyTorch. Mais l'idée c'est que je vous invite réellement à vous former un petit peu au deep learning pour comprendre les bases. Et donc pour ça, vous avez plusieurs solutions à votre disposition. Vous avez la formation au deep learning que j'avais fait. Donc je parlais un peu comme un bébé, c'était mes premières vidéos YouTube là-dessus, mais vous pouvez toujours aller les voir quand même, où je présente en gros les bases mathématiques et simplement en fait les concepts à comprendre pour pouvoir commencer sur le deep learning. Vous avez également cette formation en TensorFlow, donc là elle est un peu près elle est de meilleure qualité, même si je vais moins en profondeur sur les maths. Elle vous donne vraiment une bonne compréhension en gros sur les premières vidéos. Donc là cette formation elle était pour TensorFlow 2.0, mais dans les premières vidéos je donne des introductions au réseau de neurones, à la descente de gradient, à comment est-ce qu'on code un simple réseau de neurones. Donc même si vous n'avez pas envie d'apprendre TensorFlow 2.0, même si je vous le recommande de le faire, les premières vidéos ici vont vous donner vraiment les bases, une bonne introduction pour pouvoir commencer avec PyTorch. Mais je vous recommande quand même vivement de regarder toutes ces vidéos sur TensorFlow 2.0, d'avoir vraiment toutes ces bases là, parce que ça va vraiment vous aider énormément à comprendre premièrement cette vidéo, mais également les vidéos qui vont suivre sur PyTorch. Et si vous voulez un petit récap sur la descente de gradient, vous pouvez également directement aller voir la playlist de Machine Learning qui a fait une vidéo sur la descente de gradient et qui est également en ce moment en train de faire toute une série sur NumPy. Donc NumPy qu'on va beaucoup utiliser, et si vous comprenez très bien NumPy, ça vous aidera énormément aussi à comprendre le deep learning et à comprendre comment fonctionne aussi PyTorch quand on va faire des opérations avec. Donc là il est en train de faire toute une série, donc vous pouvez aller regarder tout ça, ça vous aidera pas mal à démarrer dans le machine learning. Et vous pouvez également aller voir cette vidéo sur la descente de gradient de Science for All qui récapitule vraiment bien la descente de gradient. Donc vous pouvez aller voir tout ça pour avoir les bases correctes pour commencer avec PyTorch et pour commencer avec cette série sur le NLP. Donc on va commencer avec, ici j'importe simplement NumPy, j'apporte Torch, j'apporte Matplotlib qui va me permettre d'afficher des graphes, et là j'importe aussi un petit toolkit qui va me permettre d'afficher des graphes 3D, même si on n'aura pas énormément besoin dans cette vidéo, ce sera simplement pour vous montrer. Donc là, ce code là je ne vais pas en profondeur, en fait ici je vais simplement essayer de vous donner un récapitulatif de la descente de gradient. Donc la descente de gradient c'est quoi? C'est quand on a une fonction, donc en gros le but du machine learning c'est quoi? Le but du machine learning, quand on fait de l'apprentissage supervisé, généralement ce qu'on fait c'est qu'on définit une fonction d'erreur. C'est-à-dire qu'on a un dataset où on a par exemple des entrées X, donc par exemple on a des images de chiens et de chats, et on a des sorties Y où pour chaque image on sait est-ce que cette image là c'est un chien ou est-ce que cette image là c'est un chat. Et donc du coup on a un exemple de dataset, on a des entrées X qui sont les images et on a des sorties Y. Et donc une fois qu'on a un modèle qui fait des prédictions, donc là ce que je vous fais c'est vraiment un récapitulatif, une fois qu'on a un modèle qui à partir des images fait une prédiction, et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va définir une fonction d'erreur. Cette fonction d'erreur elle va regarder à quel point est-ce que notre modèle s'est trompé. Et en fonction de comment est-ce que notre modèle s'est trompé, et ben on va avoir du coup une erreur, on va avoir un résultat. Et notre but c'est quoi? Ça va être d'avoir cette erreur qui est la plus basse possible. Si cette erreur est la plus basse possible, ça veut dire que notre modèle fait de bonnes prédictions pour prédire ce qui se trouve à l'intérieur de l'image. Et donc pour faire en sorte de minimiser cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la descente de gradient. Donc là par exemple, même si cette fonction là c'est pas une fonction d'erreur, ça reste une fonction qu'on peut quand même minimiser. Donc là la fonction ici que j'affiche c'est x au carré plus y au carré. Donc cette fonction elle dépend de deux paramètres, et donc ces deux paramètres c'est x et y. Donc là on a par exemple paramètre 1 ça sera x et paramètre 2 ça sera y. Et ça c'est à peu près, du coup on peut vraiment faire une grosse analogie avec comment un modèle de deep learning fonctionne. La différence c'est qu'un modèle de deep learning va avoir des milliers de paramètres, des centaines ou des milliers, voire des millions de paramètres à optimiser. Et donc on va devoir changer les paramètres pour faire en sorte de changer le modèle et pour faire en sorte d'avoir une erreur à la fin qui soit plus basse. Et donc notre but c'est de savoir comment est-ce qu'on va modifier ces paramètres pour faire en sorte de minimiser l'erreur. Et donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc ici pour le moment notre fonction elle a seulement deux paramètres. Elle a x et y. Donc on veut changer x et y pour faire en sorte que cette fonction là soit la plus basse possible. Donc là c'est un exemple pour vous montrer comment minimiser une fonction. Donc pour minimiser cette fonction, on va donc devoir changer x et y. Et donc pour changer x et y, donc là x
y. Là, en fait, si on regarde tout simplement la courbe, on peut simplement se dire qu'on a simplement en fait besoin de mettre x à 0 et y à 0 pour avoir le résultat le plus bas possible. Donc là, c'est facile parce que c'est une fonction très simple, mais quand on aura un modèle très compliqué, clairement, on ne pourra pas le faire comme ça. Donc il faudra utiliser une méthode. Et donc cette méthode, c'est la descente de gradient. Donc là, la descente de gradient, ça fonctionne comme ça. C'est par exemple, si on a une fonction très simple, par exemple f de x est égal à x au carré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le gradient du coup de x. Donc là, le gradient, c'est la dérivée de cette fonction, ou la dérivée partielle si on a plusieurs paramètres. On calcule le gradient de x, et en gros, on le soustrait tout simplement avec un learning rate. Et en faisant ça, ainsi, on va pouvoir petit à petit changer la valeur de x pour minimiser la fonction, tout en s'en rapprochant ici, du coup, à un moment donné où on est proche de 0. Donc là, je vous fais vraiment un récapitulatif très rapide, mais l'idée c'est que vous alliez voir, si vous avez encore un peu de mal sur la descente de gradient, c'est que vous alliez voir soit les séries, soit les vidéos pour avoir un récapitulatif de comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, pareil, la fonction ici que j'ai utilisée, qui est x au carré plus y au carré, donc c'est cette fonction-là, f de xy, donc il y a deux paramètres dans cette fonction. Et donc la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, c'est 2x, et la dérivée partielle de la fonction par rapport à y, c'est 2y, 2 fois y. Et donc là, si on veut ainsi changer les paramètres du coup de x, on prend x et on soustrait la dérivée partielle de la fonction par rapport à x multipliée par le learning rate. Donc le learning rate qui va contrôler à quel point à quelle vitesse est-ce qu'on va modifier chaque paramètre. Et donc là, ce sera important d'avoir un bon learning rate pour faire en sorte de se rapprocher petit à petit en fait de la pour se rapprocher petit à petit, en gros, pour pouvoir modifier la fonction et minimiser la fonction petit à petit. Sinon, on va à un moment donné, au lieu de converger, on va carrément déconverger, et ça, on va pas minimiser la fonction correctement si notre learning rate est trop haut. Mais on veut pas non plus qu'il soit trop petit. Donc tout ça, c'est vraiment réexpliqué dans toutes ces vidéos-là, si vous voulez un petit récapitulatif. Donc ce qu'on va faire ici, pour simplement commencer à faire notre premier code PyTorch, on va prendre x et on va prendre y. On va définir les deux paramètres de notre réseau. Donc là, pour faire ça, ici, je peux tout simplement définir, donc là pour le moment je vais le définir comme ça. Je peux tout simplement en fait définir x comme ceci. Et donc en fait je fais torch.tensor, donc en fait là c'est à peu près similaire à TensorFlow, c'est qu'on utilise des tensors à chaque fois qu'on veut initialiser quelque chose dans notre graphe. Donc là on définit x, et donc là si on voit que si je print x, donc si j'affiche la valeur, on voit que j'ai directement un tensor avec une valeur de 3. Ici j'aurais pu également utiliser des int, et dans ce cas là du coup vous voyez qu'il n'y aurait pas eu de virgule, et ça m'indique que le type c'est 32. Donc là nous on va utiliser des floats. Et ensuite, ici, on a un autre paramètre qui est require gradient. Donc ce paramètre require gradient, il va nous permettre, en gros, à chaque fois qu'on va faire une opération avec cette variable, ça va nous permettre, à un moment donné, d'être capable de calculer les gradients. Et donc, calculer les gradients, c'est ce qu'on a envie, puisque pour appliquer la descente de gradient, qu'il y a ici, on va devoir, à un moment donné, obtenir le gradient par rapport à la variable. Et donc, du coup, le fait... avec PyTorch, du coup, là, il faut explicitement qu'on dise que ce tensor-là, on a besoin du gradient. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fera une opération dessus, eh bien, le PyTorch va automatiquement faire en sorte de traquer toutes les opérations qu'on fait pour à un moment donné être capable de calculer le gradient de chacune des variables. Et donc là, ainsi, on a maintenant, du coup, require gradient à true ici. Et donc là, on va faire exactement la même chose pour x et pour y. Donc du coup ici on va initialiser x à 3, y à 3, et on va du coup définir le fait qu'on veut ici traquer le gradient pour ces variables là. On peut avoir des variables pour lesquelles on n'a pas envie de traquer le gradient, par exemple si on n'a pas envie d'optimiser certaines variables, eh ben on va pas chercher le gradient pour ces variables là. Et donc là on veut simplement modifier x et y, donc on va définir le fait qu'on veut traquer le gradient. Donc c'est comme ça que PyTorch fonctionne à l'initialisation des variables. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va définir maintenant la boucle simplement d'entraînement pour pouvoir minimiser cette simple fonction de x au carré plus y au carré. Donc pour ça, ça va être assez facile de le faire avec PyTorch. Donc là, en gros, on va itérer avec une boucle, donc on va itérer la descente de gradient plusieurs fois. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir premièrement déjà notre résultat. Donc on va faire result est égal à x au carré plus y au carré. Donc là, on remarque déjà que même si c'est des tensors avec lesquels on travaille, des tensors qui sont spécifiques à PyTorch, on voit qu'on peut effectuer des opérations Python tout simplement. Ça marche directement si on le fait. Donc là maintenant, si j'affiche le résultat, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc le résultat du coup de mon opération. Et donc là, vous voyez que
dans le résultat de mon opération, c'est un tensor que j'ai en résultat, et j'ai un grade fn qui est ici add backward, enfin qui est du coup une fonction. Et donc ça, c'est simplement en fait le fait est que PyTorch en fait a traqué l'opération qui a été effectuée, et donc PyTorch à partir de maintenant en fait est capable de regarder les opérations qui ont été effectuées pour pouvoir calculer les gradients. Le gradient à ce stade-là, pour le moment du programme, il n'est pas encore calculé. Il n'est pas encore calculé, mais ça veut tout simplement dire en fait le fait que ça affiche ça, que maintenant PyTorch va être capable de remonter les opérations pour calculer les gradients pour les variables qu'on a définies à require gradient à true. Donc ça va du coup faire en sorte que PyTorch va être capable de remonter toutes les opérations. Et donc là, on veut donc que ce résultat soit le plus petit possible, puisque là, on fait tout simplement une analogie avec ce qu'on utilisera généralement en deep learning, où on a une fonction d'erreur qu'on a envie de minimiser. Donc on veut que cette valeur-là, on veut que ce résultat soit le plus petit possible. Et pour ça, on a envie de modifier x et y. Pour modifier x et y, il faut qu'on trouve le gradient. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant result.backward. Et donc result.backward, avec PyTorch, ça s'applique du coup sur les tensors lorsqu'on a la possibilité d'avoir une fonction pour appliquer en gros le backward. Et le backward, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter sur toutes les opérations qui ont été réalisées pour obtenir ce résultat. Donc là, pour le coup, ce résultat, il dépend de seulement 2 opérations, qui sont cette opération et cette opération. À la limite, on pourrait dire que ça dépend de 3 opérations, ça dépend de cette opération et de l'opération d'addition des deux sous-opérations. Et donc, lorsqu'on va du coup appliquer le backward, ça va remonter sur toutes les opérations qui ont été effectuées, et pour chacune des opérations, ça va calculer le gradient des variables, et par rapport au résultat. Donc en gros, ça équivaut à faire, pour chacune des variables, à calculer cette partie-là des équations, pour chacune des variables, pour calculer les gradients. Donc une fois qu'on a les gradients, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire tout simplement la descente de gradient. Donc là, en fait, maintenant qu'on a ces opérations, si j'affiche par exemple x.gradient, et ben qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 6. Alors maintenant, si j'affiche y.gradient, c'est la même chose. Alors vous voyez ici maintenant que j'obtiens 12 et 12 au lieu de 6 et 6. Et là, si je relance encore le code, là ça va être intéressant, j'obtiens maintenant 18. Et donc en fait, si on regarde la valeur ici, c'était 3. Et on voit ici que la dérivée partielle de x et la dérivée partielle de y par rapport à la fonction, c'est 2x et 2y. Donc ça, en gros, ça fait 2 fois 3, 6. Et donc en fait, à chaque fois ici que je vais relancer le code, en fait, ça va rajouter 6 au gradient actuel. Et ça, c'est quelque chose il faut vraiment y faire attention à ça avec PyTorch, c'est que lorsque vous allez faire une opération, faire un backward, en gros, le gradient, à chaque fois que vous allez faire un backward, vous allez en fait rajouter le nouveau gradient au buffer du gradient actuel. Donc là, le gradient actuel de x et de y, c'est 24. Et donc si vous refaites un backward, et donc vous recalculez les gradients de toutes les opérations, ça va rajouter ce nouveau gradient au gradient qui était pour le moment stocké sur ce tensor-là. Et donc là, 24, ça va du coup nous rajouter encore une fois le 6, donc le 2 x 3 qu'il y a ici. Et donc si vous ne voulez pas justement, enfin si vous voulez à chaque fois revenir à 0, il faut bien penser à faire ceci, donc à faire x.gradient.0. Et donc là, le fait de faire ça, ça va remettre tous les gradients à 0. Et donc maintenant, si j'exécute, maintenant j'ai bien du coup tensor qui est à 6. Et donc là, à chaque fois, du coup, ça remet les gradients à 0 à la fin de la boucle. Et du coup, à chaque fois qu'on calcule le backward, ça va recalculer le gradient, et du coup, on aura bien le gradient qui dépend juste vraiment de ça et non pas d'opérations qui ont été réalisées précédemment. Donc ça, c'est important de toujours remettre vos gradients à 0 si vous en avez besoin. Il faut bien penser à le faire. Là, une petite subtilité que vous verrez avec PyTorch souvent, c'est que lorsqu'il y a un underscore comme ça, donc à la fin, ça veut tout simplement dire en fait que ça directement ça override la valeur actuelle. Donc si je fais x.gradient.0 underscore, ça va directement en fait du coup modifier correctement le gradient qu'il y a ici. Ça veut tout simplement dire en fait que automatiquement cette opération là, au lieu de nous retourner une valeur, ça va tout simplement directement appliquer l'opération. Donc là ici l'opération c'est 0, ça va directement appliquer l'opération à la variable actuelle qui est ici qui est gradient. Donc là jusqu'à maintenant on a quoi? On calcule un résultat. Pour le résultat qu'on a effectué, on va aller traquer toutes les opérations qui ont été faites précédemment, donc pour obtenir ce résultat, donc le backward. Et en faisant le backward, PyTorch va automatiquement calculer le gradient qui nous donne une direction dans laquelle aller pour pouvoir minimiser notre fonction. Et donc maintenant qu'on a fait ça, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va
appliquer la descente de gradient. Donc on va faire x est égal à x. Donc là on voit que la descente de gradient c'est x est égal à x moins le learning reg fois le gradient de x, et y est égal à y moins le learning reg fois le gradient de y. Et donc là on applique tout simplement ces opérations là comme ceci. Et donc ici si je fais ça, donc là je le fais ici, donc x moins est égal à le learning rect, ici je le mets le learning rect à 0,1 fois le gradient de x, et y moins est égal à le learning rect fois le gradient de y. Et donc là, il y a un truc, une opération ici que je fais qui est aussi également importante, c'est que au moment où je vais modifier x, j'ai pas à ce moment-là, donné du programme, j'ai pas besoin de calculer, de traquer le gradient. Parce que tout simplement, si je traque le gradient en fait à ce moment-là, en fait, j'ai pas besoin de traquer le gradient en fait, parce que le gradient, je veux le traquer par rapport à la fonction que je veux minimiser. Ici, il y a pas de, j'ai pas envie de minimiser cette fonction-là. Le résultat de ça, je m'en fous. Je veux tout simplement ici modifier la valeur de x. Donc, je veux tout simplement modifier la valeur de x. Et ici, j'ai pas besoin de traquer le gradient. Donc, si j'ai pas envie de traquer mon gradient, donc, parce que par défaut, en fait, PyTorch va aller traquer le gradient parce que pour x et pour y, j'ai mis require gradient at true. Donc là, pour cette opération spécifique, j'ai pas envie de traquer le gradient, donc je vais tout simplement mettre with torch.noGradient. Et ainsi, ça va pas traquer le gradient pour toutes ces opérations qu'il va avoir à l'intérieur de mon with. Et donc ainsi, une fois que j'ai fait ça, maintenant, ça m'aura du coup modifié mes valeurs de x. Et donc là, si je répète ça plusieurs fois, donc je vais le répéter par exemple une centaine de fois. Maintenant, on voit qu'au début, ma fonction, donc là, le résultat, il était à 11. Et donc là, petit à petit, maintenant, je vais modifier donc mes valeurs de x et de y. Et on voit que là, maintenant, très rapidement, en fait, je vais me rapprocher de 0. Et donc, j'ai bien minimisé ma fonction en trouvant une valeur pour x et de y qui minimise ma fonction. Et donc là, on voit qu'on se rapproche finalement de exposant. On se rapproche vraiment de 0 puisqu'on est à exposant moins 19. Et là, donc, si j'affiche... Hop. Hop. Toc. J'ai mis... Voilà. Si j'affiche ici maintenant la valeur de x et la valeur de y, et bien là j'obtiens du coup des valeurs qui sont vraiment proches de 0, contrairement à comme je les avais initialisées en fait au début, où elles étaient initialisées à 3. Et donc là en fait on a tout simplement fait une descente de gradient. Donc là, vraiment les informations à retenir, en fait, là, ce qu'on a vu en fait dans cette première vidéo, c'est tout simplement comment est-ce qu'on allait définir des tenseurs avec PyTorch. Donc, on définit des tenseurs de cette manière. On peut définir le type, la valeur actuelle, et on peut également définir du coup le fait qu'on va vouloir traquer le gradient sur certains tenseurs. On a vu comment est-ce qu'on pouvait faire le backward, donc à partir d'un résultat, remonter toutes les opérations qui ont permis d'obtenir ce résultat pour pouvoir calculer les gradients sur les variables qu'on a besoin de modifier. Et une fois qu'on a ces gradients-là, ils nous donnent la direction dans laquelle il faut modifier les variables pour minimiser une fonction. Et minimiser une fonction, c'est exactement ce qu'on a besoin de faire dans un contexte de deep learning où on veut avoir une erreur qui est la plus basse possible. Et donc là, on a vu comment faire ça avec PyTorch de manière assez simple. Et donc là, maintenant, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on continuera à utiliser ces tensors et PyTorch pour appliquer ces mêmes concepts qu'on vient de voir sur une dataset très simple qui est donc MNIC, où on verra comment classifier une image automatiquement pour savoir quel chiffre est dans l'image. Donc ça va vraiment un truc pour débuter. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura suffisamment de concepts. Moi, j'aurai introduit suffisamment de concepts pour que vous commenciez à utiliser PyTorch de votre côté. Et qu'ensuite, la semaine prochaine, on puisse commencer à faire nos premiers projets de NLP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez avoir plus de conseils ou si vous avez des questions sur le fonctionnement de PyTorch, vous pouvez aller sur le Discord. Le lien sera dans la description. Vous allez sur le Discord et vous allez sur le channel. Il y a un channel PyTorch sur lequel vous pouvez aller. Vous pouvez donc poser vos questions ici si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin d'aide sur l'exercice que je donnerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes impatient d'avoir les vidéos sur PyTorch et sur le NLP. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.